Bonjour. Il y a des moments comme ça où la réalisation d'une vidéo s'avère beaucoup moins facile que prévu. C'est le cas par exemple quand vous vous échinez depuis des mois à avertir la population de ce qu'elle pourrait courir un grand danger en raison de la manipulation mondiale dont elle ferait l'objet au travers d'une crise sanitaire qui serait, sinon fallacieuse, du moins grossièrement exagérée. Et puis qu'en très peu de temps, vous vous retrouvez avec plusieurs proches dans votre entourage direct, dans votre famille, qui sont touchés par le Covid-19, dont une personne actuellement dans le coma. Inutile de vous dire, je suppose que sur le plan émotionnel, cela fait voir les choses sous un tout autre angle. Non, on ne peut plus dire que cela n'arrive qu'aux autres. Non, on ne peut plus dire que cela n'existe pas, ce que je n'ai d'ailleurs jamais dit. On ne peut plus dire non plus que ce n'est qu'une petite grippette. Mais figurez-vous qu'en tant qu'homme mâle de sexe masculin ascendant viril, ce n'est pas ça qui me fera lâcher le morceau ni retourner ma veste, car comme par hasard, cela allait tomber presque exactement le 11 novembre, c'est-à-dire le jour de la sortie du film documentaire Hold Up, qualifié par certains de bombe atomique de complotisme et critiqué comme tel. Il y avait donc de quoi réagir. Générique. Dans les conditions présentes, vous aurez déjà compris qu'il deviendrait difficile de me qualifier de rassuriste. Oh ben non, c'est pas grave, chez nous on n'a qu'une personne qui est dans le coma, sinon tout va bien quoi. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà qu'il est dur de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Pour les autres, je rappellerai que je suis le président du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, un groupement qui durant la bagatelle d'une quarantaine d'années a travaillé à l'étude objective, avec une approche scientifique et donc avec des scientifiques avérés et des médecins, donc au pluriel, des phénomènes dits parapsychologiques, ufologiques et autres. Pour en avoir démystifié environ 97% sur des milliers d'enquêtes, je pense qu'il serait difficile de me classer parmi les complotistes. Je pourrais continuer avec d'autres arguments, mais je vous en ferai grâce, préférant entrer tout de suite dans le vif du sujet. Dernièrement, ma mère est sortie de clinique suite à un grave problème respiratoire, mais complètement étranger au Covid. Tu parles, elle a été testée 36 000 fois à elle seule, j'exagère à peine, vous l'aurez compris. Seulement voilà, pénurie d'oxygène oblige, ou plutôt de fourniture d'oxygénothérapie, son traitement en ambulatoire s'est très vite avéré problématique. Pénurie ne signifiant pas absence totale, il a néanmoins été possible de lui trouver ce dont elle avait besoin, après une semaine de recherche et d'efforts auprès de pharmaciens qui se référaient à une plateforme spécifique pour ce genre de choses. En clair, ça signifie que dans l'état actuel des choses, les personnes rencontrant ce genre de situation pouvaient rester pendant autant de temps sans respirer, c'est-à-dire largement plus de temps qu'il n'en faut pour passer l'arme à gauche. Mais il est vrai qu'en temps de guerre, il faut parfois savoir changer son fusil d'épaule. Cela veut dire aussi qu'il existait une solution alternative consistant à retourner en milieu hospitalier. Mais dans un contexte où les hôpitaux sont submergés de patients Covid, c'est ce que l'on nous dit. Dans un contexte où il est question de déprogrammer les interventions ou de faire des choix entre les patients. Comment concilier cela avec la prévention dans un cadre pandémique et alors que la deuxième vague était sur toutes les lèvres depuis des semaines? Je ne réponds pas à cette question, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Mais je vais tout de même vous rappeler la pénurie des masques, la pénurie des tests, la pénurie des réactifs, la pénurie du matériel hospitalier, ces fameux numerus clausus dont je vous ai déjà parlé, l'absence ou l'insuffisance des subsides, la diminution du nombre de lits entre la première et la seconde vague, le surcroît de travail administratif pour le médecin, l'interdiction de prescrire, l'interdiction de l'hydroxychloroquine ou sa classification en substance vénéneuse, la dévalorisation et donc la démotivation du personnel hospitalier, l'épisode des dos tournés à notre ex-première ministre, les différentes grèves ou manifestations de ce même personnel. Maintenant, la pénurie de matériel d'oxygénothérapie qui est en fait une sorte de rebelote si l'on considère le cas de certains seniors en maison de repos lors de la première vague. Et ce à quoi il faut encore ajouter la pénurie de médicaments, même essentiels dans nos pharmacies. Il y a juste une question qui me vient à l'esprit. Ça vous paraît normal? Alors dernièrement, j'ai voulu acheter un oxymètre. C'est très utile,
D'après les connaissances actuelles, pour mesurer son taux de saturation d'oxygène en dessous de 95, il convient de consulter, sinon même de se rendre rapidement à l'hôpital. Mais pour cela, il faudrait qu'il y en ait encore en pharmacie. Oh, rassurez-vous, j'en ai trouvé un, hein, après bien des recherches. Il doit être ici quelque part, qui traîne, je vais vous en faire la démonstration. Après bien des recherches, donc, la pharmacienne a réussi à m'en retrouver un, bien plus cher que les autres, parce que, vous voyez, comme tout le monde en achète, c'est la loi de l'offre et de la demande, et les fabricants en profitent pour faire monter les prix. C'est un principe bien connu. Eh bien, le voici, ce fameux oxymètre. Ah oui, comme ça, vous le voyez, c'est plus... Hop. On regarde, il faut le temps que ça déclenche, que ça fasse les calculs. On peut régler l'affichage dans un sens ou dans l'autre. C'est plus pratique quand c'est à l'endroit. Et d'ici quelques secondes à peine, on aura le résultat en direct. Voilà. Bon, dans mon cas, ça fait 97, 76. C'est bon. C'est au-dessus de 95. Et même pour les pulsations, c'est encore bon. Comme ça, vous avez des nouvelles médicales directes, pas de problème. Passons à la suite. Oui, passons à la suite parce que c'est quand même plus intéressant. Sachant que l'un des miens s'était récemment fait tester 2 fois en pharmacie avec le test sanguin un peu semblable au test de grossesse, j'ai posé la question à ma pharmacienne afin de savoir si elle réalisait chez elle ce genre de test. La réponse m'a laissé sans voix. La réponse, la voici, je cite, en aucune façon, car ce n'est pas autorisé en Belgique et de toute façon, c'est très peu fiable, je ne vous le conseille pas du tout. Donc, d'un côté, on prétend que ce test est fiable à 98% et on le réalise couramment. De l'autre, c'est interdit et fortement déconseillé pour son manque de fiabilité. Cherchez l'erreur. Je pourrais multiplier les exemples d'aberrations que j'ai rencontrées ces derniers jours, mais je vais essayer de faire court. Il se fait qu'il ne convient pas de croire que la situation soit seulement le reflet de la crise que nous vivons cette année, mais bien que la problématique ne date pas d'hier. On a bel et bien assisté à un délabrement de la situation médicale dans nos pays. Je ne prétendrai pas qu'il ait été volontaire, ce qui serait complotiste. Nos gouvernements ont probablement été obligés de faire des économies de bout de chandelle afin de rééquilibrer un budget dangereusement compromis. Mais peut-on se permettre de faire des économies conséquentes dans un domaine aussi sensible que celui de la santé, laquelle est finalement notre bien le plus précieux? Je ne vais pas suivre le discours complotiste. Je ne vais pas insinuer que tout cela était volontaire, préparé, que cela faisait partie d'une stratégie. Mais je vais dire que l'on peut au moins comprendre que certains l'imaginent, même si c'est faux, et que cela donnait forcément un argument de poids à ceux que l'on appelle complotistes. Dans un même ordre d'idées, réfléchissez un instant avec moi. Si l'on avait voulu impliquer fortement la population mondiale dans le but de l'éradiquer de la planète, ou au moins partiellement, comment aurait-on pu procéder? D'abord, c'est une drôle d'idée, me direz-vous, parce que pourquoi donc procéderait-on à ce genre de génocide effroyable? Comme s'il n'y avait jamais eu de génocide dans notre histoire. Hein. Bon, pourquoi donc, si ce n'est à cause d'un solide problème démographique? Il y aurait trop de gens sur la planète, trop de gens qui consomment alors que l'on est en déficit chaque année par rapport aux ressources, trop de gens qui ont faim aussi, trop de gens qui polluent et précipitent donc les problèmes climatiques, trop de gens sans emploi et donc trop de gens assistés ou dans la misère, trop de personnes physiques qui pourraient être remplacées par des robots, etc. J'en reviens à ma question. Comment procéderait-on? Une guerre mondiale? L'holocauste nucléaire? Ah oui, ce serait évidemment radical, mais ce n'est pas cela qui résoudrait le problème de la viabilité de notre planète. Une guerre mondiale de type classique, comme en 39-45, bon, d'abord c'est déphasé dans le temps, surtout ce serait trop long, trop compliqué, trop coûteux. Et exemple par Hiroshima et Nagasaki, l'un n'exclut pas l'autre. Le bactériologique ou le chimique. Intéressant, on se rapproche peut-être de la question, mais on se rapproche aussi dangereusement de la première solution, la viabilité de la planète. Alors, est-ce qu'il n'existerait pas une solution alternative? Ben, si, il y a bien sûr le contrôle des naissances qui a déjà été appliqué dans certaines régions du globe, mais abandonné. Mais pourquoi cela a-t-il été abandonné?
trop peu populaires, trop liberticides. Mais ça n'empêche rien dans les milieux totalitaires, surtout s'ils sont surpeuplés. Seulement, voilà, les régimes politiques ne sont pas pareils partout. Il y a aussi le fait que le contrôle des naissances aurait tendance à figer la population dans un monde d'adultes et de vieux, qui donc ne plairait sans doute pas trop aux pédophiles. Ou bien je me trompe? Il y a pourtant un point qui intéresse vivement tout le monde, c'est la santé. Parce que l'on peut être riche et malheureux, l'un n'empêche pas l'autre, mais ce sera alors plus facile de rester en bonne santé si l'on est riche. On peut aussi être pauvre, cas dans lequel on sera au moins heureux si l'on est en bonne santé. Bon, trop manichéen comme raisonnement, sans doute. Sauf que, riche ou pauvre, la santé intéresse sans distinction, et sauf que dans le cas d'une pandémie, son impact sera plus important sur les pauvres, surtout si l'agent causal peut être un peu sélectif. Mais comment pourrait-on s'arranger pour que cet agent causal soit sélectif? Je ne répondrai pas non plus à cette question, qui ne fait d'ailleurs partie que d'un raisonnement, et non d'une affirmation, comme si celle-ci émanait d'une accusation sur ce qui reposerait sur un cas factuel, donc juridiquement inattaquable. Je peux toutefois vous donner ce qui ne serait que des suggestions. Il faudrait quelque chose qui fasse peur à tout le monde. Peur à tout le monde. Parce qu'à partir du moment où la population a peur, on peut faire d'elle ce que l'on veut. Par exemple, il faudrait quelque chose qui implique donc la santé, quelque chose qui soit hautement contagieux. Ça va forcément impliquer non seulement la peur, mais aussi la solidarité et la division, donc l'affaiblissement de l'unité du peuple. Oui, mais comment ça, la division? Alors, justement, je rappellerai au passage, mais à simple titre de parenthèse, que la division est par essence un principe diabolique. Le diable est lui-même surnommé le grand diviseur. Or, n'est-il pas facile de constater que notre monde est déjà fortement divisé? Donc, si on y sème la confusion par tout un ensemble de contradictions, de contre-ordres et même d'aberrations qui vont susciter les réflexions diverses, éventuellement opposées, on ne devrait pas avoir trop de problèmes pour y arriver, non? Est-ce que ce ne serait pas alors bien pratique de disposer d'un agent infectieux qui, de lors, on sans doute aurait été créé artificiellement, sur lequel on aurait la possibilité d'influer, tout cela au conditionnel. Rien de tel qu'un virus qui échappe au radar, déjà parce qu'il est invisible à l'œil nu, et donc qui fait d'autant plus peur que l'on ne peut même pas voir l'ennemi. C'est très perturbant dans un contexte de guerre, et ça me permet d'aborder une anecdote vécue. C'était dans le cadre de notre enquête sur l'affaire d'Arquatripon vers 2010, où donc on avait affaire à une maison, comme on dit, hantée, où des objets se déplaçaient de manière manifestement inhabituelle, c'est-à-dire sans intervention humaine. Les objets se déplaçaient tout seuls, même des objets lourds. Et la particularité de cette affaire, c'est que une quinzaine de policiers et de gendarmes avaient pu être les témoins directs de ce genre de manifestation absolument incompréhensible. Et là, j'avais pu récolter le témoignage de l'un de ces gendarmes qui disait « Mais vous savez, ça fait vraiment peur. Parce que quand on est confronté à ce genre de choses, quand on le vit en direct, quand on l'a devant soi, que vous le voyez de manière absolument indubitable, vous n'êtes pas préparé, vous êtes complètement désemparé. Je préfère, je reprends les termes de ce que le gendarme avait dit, je préfère me trouver dans un chapiteau où éclate une bagarre, parce que là, on est habitué à ce genre de situation. On sait à quoi on a affaire, on sait comment y faire face. On a l'habitude, c'est notre travail. Mais ici, quand vous ne voyez pas la cause, quand vous ne savez pas que vous êtes complètement perdu, vous êtes désemparé, et ça fait peut-être encore plus peur que dans les circonstances habituelles. Alors, pour en revenir à ce que je disais, on pourrait agrémenter cela d'une interdiction de pratiquer les autopsies, ce qui aurait au moins pour effet de retarder l'étude de la cause et donc de faire plus de dégâts qui eux-mêmes contribueraient à augmenter le contexte de peur et donc d'obéissance de la population, même à des dispositions très liberticides. Ça paraîtrait cohérent dans un principe de précaution visant à éviter la contamination,
comme si nos médecins ne disposaient pas des moyens de s'en protéger, et comme si parmi ces médecins d'ailleurs, il n'en existait pas de particulièrement courageux, je dirais même d'héroïques, prêts à se sacrifier en respectant le serment d'Hippocrate pour sauver la population. On procéderait donc aussi à l'incinération généralisée et à l'écartement des proches, pas de preuves, pas de témoins, pas de papier, allez vous laver les pieds. L'idéal, ce serait aussi un virus dont les symptômes de départ seraient très semblables à ceux d'une maladie bénigne et néanmoins potentiellement mortelle. Tout le monde se sent alors en danger, tout le monde se sent visé, tout le monde se sent concerné, tout le monde a peur et tout le monde va participer à l'effort de guerre, ou du moins une grande majorité de la population. Le problème, ce serait alors peut-être que cela toucherait d'abord principalement les plus démunis, les plus fragilisés, et donc les plus vieux, les inutiles, quoi. Ceux qui coûtent plus qu'ils rapportent. Mais en même temps, cela agirait sur la corde sensible, celle des sentiments. Ça agirait sur la peur, la division, l'horreur. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et quand on y pense, cela dégagerait aussi toute une frange de la population qui est généralement très peu informatisée. Alors, encore une fois, je ne prétends pas que ce soit le cas, hein. Je dirais seulement que je vous laisse le soin d'y réfléchir par vous-même et que cela ressemblerait peut-être à une sensation de déjà-vu, non? En tout cas, le procédé aurait au moins l'avantage de préserver les jeunes. Seulement, la présente théorie peut être complètement fausse, donc, hein, j'en conviens, présente de nombreuses lacunes qu'il va falloir examiner, si l'on voulait aboutir au but final par ce seul moyen. Il faudrait pouvoir notamment éviter que la population parvienne où est seulement la possibilité de se soigner par des moyens simples et de préférence bon marché, ce qui n'a pas été fait. Non, 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 ça n'a pas été fait. Il faudrait aussi s'assurer des complicités, et non des moindres, si l'on veut agir avec un rayonnement mondial. Mais la complicité de qui? Et puis aussi comment se débarrasser des éventuels réfractaires. Il faudrait par exemple un poste important dans le domaine, un dictateur, un génocidaire, qui ne serait même pas médecin de préférence. Vous remarquez que je n'ai cité personne, hein. Ce serait bien aussi si l'on pouvait avoir la collaboration de personnes qui pourraient agir indirectement sur la population en allant dans le même sens. Par exemple, au moyen de procédés modernes qui suscitent l'engouement, ce qui aurait aussi le mérite de provoquer le conditionnement et le contrôle. L'influence sur les jeunes serait directe, quasi automatique, inconditionnelle. Et les moins jeunes suivraient le mouvement, vaille que vaille, on n'arrête pas le progrès. Ce serait bien aussi si l'on pouvait agir sur l'information et la désinformation, somme toute sur la propagande pour parler en termes de guerre. Oui, mais pour les réfractaires, comme si c'était un problème. Ça, on a l'habitude. Nous avons les moyens de vous faire parler, mais nous avons aussi les moyens de vous faire taire. Oui, mais même avec ces moyens, on n'arriverait pas encore à respecter le quota. D'accord. Mais y arriverait-on avec la conjonction de ces moyens et par exemple en influant sur les modulations de l'agent infectieux? Vous remarquerez que ce n'est qu'une question. Par exemple, avec la multiplication des variantes de l'épidémie de départ, et vous remarquerez que ce n'est qu'une hypothèse, une suggestion sans plus. J'en resterai là pour le moment, vous laissant le soin de réfléchir à tout cela, de vous documenter, de vérifier vos sources et même de tenter de réfuter vos propres conclusions. Je vais simplement ajouter que, tant qu'à faire, si vous prenez votre parti de réfléchir, faites-le de préférence tant que vous êtes encore vivant, parce qu'après ça devient nettement plus compliqué. Ah oui, avant de terminer, j'allais oublier de vous parler de Fang Fang, une auteure chinoise de Wuhan qui raconte dans son livre, qui a été interdit à la vente un certain temps, une anecdote savoureuse. Enfin, ça dépend des goûts. Elle raconte notamment que 8 internautes, 8 lanceurs d'alerte, avaient essayé très tôt, en fait même fin décembre, d'avertir la population de ce que la situation était beaucoup plus grave que ce que l'on disait. Ah, pas de chance, ces 8 internautes, ces 8 lanceurs d'alerte, dont on a occulté les propos, ont été retrouvés morts. Il s'agissait de 8 médecins qui agissaient en première ligne. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Comment interprétez-vous ça?
Voilà. Je vous l'ai dit, je vais en rester là pour aujourd'hui. Dans les circonstances que l'on connaît, j'attends les réponses à vos questions. J'espère des likes, des commentaires, des abonnements, bien entendu. Tout ça pour faire avancer le schmilblick sur le champ de bataille, parce que vous savez qu'il en existe un autre où l'on s'exprime de plus en plus, vu que de ce côté-ci, on a tendance à être écarté comme par hasard quand on essaye d'aborder le domaine des vérités. Vous savez aussi que je ne lâcherai pas le morceau. Il vous reste à savoir que je vous souhaite plein de bonnes choses et que je vous fixe rendez-vous le plus tôt possible. Salut, si tout va bien.